Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une pour découvrir ce qui fera la une de l'actualité internationale cette semaine. Au sommaire de cette édition, début de la campagne des législatives au Maroc qui auront lieu le 7 octobre prochain. Le PJD, parti islamiste, va-t-il poursuivre son irrésistible ascension? Dans quelle mesure le scrutin sera-t-il transparent? À quel point le Parlement est-il sous la tutelle du roi? Nous verrons cela en première partie d'émission. Lundi se tiendra en France un hommage national à toutes les victimes du terrorisme, occasion de réaffirmer la détermination du gouvernement face au djihadisme ou bien commémoration inutile. Le débat est ouvert. Et enfin, ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Syrie, lutte contre le terrorisme, COP21 et défense du patrimoine culturel seront les dossiers défendus par François Hollande. Sera-t-il entendu? Nous verrons cela en deuxième partie de programme. Mais d'abord, direction le Maroc où va débuter la campagne pour les élections législatives du 7 octobre prochain. Pour en parler avec nous, Gauthier Rybinski, éditorialiste de politique internationale à France 24, et Adel Gastel, grand reporter sur notre chaîne également. Alors, on dit qu'on s'attend à une nouvelle victoire du PJD qui est d'inspiration islamiste. On y reviendra, mais d'abord, Gauthier, un des enjeux de cette élection, c'est la transparence. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour éviter le clientélisme ? Alors, c'est un problème latent et qui est en cours depuis que le PJD est au pouvoir au Maroc. C'est la grande promesse de rendre la vie plus transparente et surtout de couper les pattes au clientélisme, qu'il soit rampant ou même de notoriété publique. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits. Il y a une institution qui a été créée, qui est chargée précisément de relever les cas de clientélisme majeurs, de les condamner, de faire en sorte qu'il y ait des processus, des procédures juridiques qui s'en suivent. Mais, si vous voulez, on se trouve face à un problème fondamental qui est celui de ce qu'on appelle presque le clientélisme héréditaire au Maroc. Quand vous êtes fils d'un certain, de monsieur un tel qui a déjà eu cette charge, eh bien, il arrive que vous récupériez cette charge comme si vous l'aviez achetée. Ça n'est pas rare, c'est surtout dans la police et dans la justice. Et là, il y a, comment dire les choses, je crois que c'est pas une injure que de dire qu'il y a une forme d'habitude à ce procédé et que lutter contre ce procédé est extrêmement difficile dans la mesure où il touche pratiquement toutes les couches de la société, y compris, bien sûr, des collaborateurs du roi, comme aussi ça peut être des collaborateurs, bien sûr, de l'opposition. Donc vous voyez, s'attaquer à cela, c'est s'attaquer finalement à l'une des pierres angulaires de la société, à laquelle d'ailleurs les Marocains critiquent, mais en même temps, ils se disent finalement, on n'y est presque habitué, donc on l'admet, on le tolère, tout en n'étant pas d'accord. On la tolère, mais on essaie de lutter contre, en tout cas officiellement, et même, effectivement, il y a beaucoup de critiques. Alors, le Maroc est une monarchie parlementaire. Adel Gastel, quel est exactement le rôle du Parlement notamment par rapport au roi? Est-ce qu'il y a un système de tutelle ou pas? Officiellement non, mais finalement dans les faits, c'est peut-être un peu différent. Le clivage est beaucoup plus complexe entre le gouvernement Ben-Khéran et ce que Ben-Khéran lui-même appelle les démons et les crocodiles. Oui, c'est les mots qui sont utilisés par le chef du gouvernement marocain pour désigner tous ceux qui s'opposent à sa politique et qui s'opposent même à son idéologie, puisqu'il faut le dire, il faut le rappeler, Ben Khéran arrive au gouvernement marocain avec un programme inspiré de la charia islamique. Il ne s'en cache pas. Le clivage, il est entre ceux qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les habitués de la vie politique marocaine depuis des décennies, et cette nouvelle équipe d'islamistes qui réellement exerce un pouvoir relatif. L'exception marocaine vient de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Immédiatement après les manifestations de février 2011,
très vite, il y a un discours célèbre du roi, suivi d'un référendum constitutionnel, suivi d'élections législatives. C'était une véritable soupape qui a donné, effectivement, qui a permis d'anticiper toute protestation violente, réprimée éventuellement par la violence. Et voilà que tout d'un coup, nous avons réellement là un véritable gouvernement qui exerce et qui propose même des nominations dans les plus hautes sphères de l'État. Bien évidemment, il faut qu'elles soient approuvées par le roi. Donc pas de tutelle, d'après vous? Je pense que le clivage est beaucoup plus complexe. Et je pense aussi, par ailleurs, qu'il y a une résistance au sein du pouvoir marocain. Due à la nature islamiste du gouvernement? Et pas seulement, due aussi à une imbrication, à une accumulation d'avantages, bien sûr, due à cette proximité vis-à-vis du roi. Alors vous disiez tout à l'heure, le Premier ministre est islamiste, vous avez fait référence à la charia tout à l'heure. Il y a eu un débat récemment parce que une personnalité salafiste reconnue était candidat dans le PJD. Finalement, au dernier moment, sa candidature a été écartée. Cela dit, il y a quand même une influence d'un islam fondamentaliste au sein du PJD ou pas? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a cette forme de... Oui, je crois qu'il faut rappeler ce que vient de dire Adel très justement, c'est-à-dire que Ben Khéran est arrivé au pouvoir avec dans ses bagages quelque chose d'extrêmement rigoriste, d'extrêmement contraignant, et que d'une certaine manière, ce qu'il fait, compte tenu de la société marocaine, c'est d'avancer un petit peu masqué, avec un agenda caché. L'affaire du personnage que vous citez, qui s'appelle Hamad El-Kabaj, et c'est quelqu'un qui était une sorte de prédicateur adoubé par le PJD, le parti de Ben Khéran. Et ce prédicateur, il était pêle-mêle, misogyne, antisémite, en faveur du mariage des petites filles dès l'âge de 9 ans, etc., etc. Et là, effectivement, la maison royale, le palais royal, avait dit stop, on ne peut pas faire ça. Et le PJD n'a pas, disons, suivi le mouvement qui aurait voulu qu'on essaie de défendre, de contester le rejet de cette candidature. Si vous voulez, au fond, le problème que ça montre, et j'en terminerai là, c'est que en fait, la société marocaine, en termes d'offres politiques, est scindée simplement en deux. Soit vous avez l'alternance avec les islamistes, ou bien avec le parti libéraux, le parti authenticité et modernité, et vous n'avez pas de réelle alternative qui soit non autoritaire, qui soit par exemple de type de gauche, social-démocrate. Ils existent, mais ils ne sont pas directement dans le jeu, tout du moins à la force suffisante pour pouvoir peser. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'exceptions marocaines, parce qu'effectivement, le Maroc, comme la Jordanie par exemple, au moment des révolutions arabes, ce sont donc deux monarchies qui sont restées relativement stables. Dans les deux pays, il va y avoir des élections. A priori, les mouvements islamistes vont certainement s'imposer une fois de plus. On parle d'exception. Après, il y a peut-être le modèle turc ou le parallèle avec la Turquie qu'on pourrait faire. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le parti islamiste dans les deux pays porte le même nom, le parti de la justice et du développement. À quel point on peut faire tracer un parallèle, même si évidemment, dans un cas, c'est une république, dans l'autre, une monarchie. Ça découle d'une même source. C'est disons-le comme ça découle de la doctrine des frères musulmans, tout ça. Y compris au Maroc, parce qu'au Maroc, justement, le PJD se défend d'avoir une proximité avec... il ne peut en être autrement. Parce que ce sont les frères musulmans, dans la chronologie, dans l'histoire du monde musulman, ce sont les frères musulmans qui ont fondé cette doctrine qui, finalement, aboutit à quel schéma? C'est tout simplement le mélange entre la religion et la politique, entre la loi et la foi, entre le spirituel et le temporel. Ça restera disons, la pierre d'achoppement. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut attraper les islamistes, qu'ils soient au pouvoir ou pas, qu'ils aient des intentions pacifistes
ou pas, c'est dans ce mélange entre la religion et la politique. Ben Khéran au Maroc n'a jamais caché sa volonté de s'inspirer, ce sont ces termes, de s'inspirer de la charia islamique. Tout en se démarquant quand même très clairement de tous les mouvements violents, extrémistes, terroristes, de l'organisation d'État islamique. Enfin, en tout cas, ils essaient de montrer une volonté de combattre, ou finalement c'est une volonté de façade. Je ne sais pas, peut-être Adel. On le critique sur ça aussi, et il faut savoir aussi qu'en 2003, le Maroc a eu, en mai 2003, a eu à Casablanca ce qu'on a appelé le 11 septembre marocain. Il y a eu des attentats. C'est-à-dire que c'est difficile pour un parti islamiste de définir la frontière qui sépare le musulman ordinaire de l'islamiste, l'islamiste du fanatique, le fanatique du terroriste. C'est difficile à distinguer. Gauthier, vous partagez ce point de vue ? Oui, parce que d'autant plus qu'au Maroc, je dirais, on est dans une société qui est, curieusement, qui a peur du conflit, qui a peur de l'affrontement politique. Alors que là où, dans une démocratie, l'affrontement politique est finalement bénéfique, puisqu'il permet de mûrir des conflits, là, vous avez quantité de choses qui sont tues au Maroc parce que, précisément, on se dit « Oula, ça pourrait aller beaucoup trop loin et mettre en péril le royaume ». D'où cette interdiction que respecte le PJD, que respecte Ben Khéran, de dire quoi que ce soit sur le roi ou sur les conseillers du roi. D'où le fait aussi que lorsque l'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une élection avec la possibilité de s'exprimer, vous avez une partie... j'allais dire, du spectre politique du pays qui n'y figure pas. Donc vous voyez, à partir de là, il est très difficile de savoir effectivement où est la frontière entre le musulman, d'une part, et puis pour aller plus vite, pardonnez-moi ce raccourci, le salafiste ou l'islamiste radicalisé. Voilà, en tout cas, c'est une élection qu'on va suivre sur les antennes de France 24, dans les 3 langues. Cette élection législative au Maroc, le 7 octobre prochain. Merci beaucoup, messieurs, merci Gauthier, merci Adel, de nous avoir apporté vos éclairages sur les enjeux de cette campagne. On se quitte quelques minutes pour un bulletin d'information.